Donc nous allons définir et nous allons présenter le processus de la communication. Nous allons ensuite examiner les finalités de la communication. Nous verrons dans un troisième temps les moyens et les vecteurs de cette communication. Nous passerons en revue les principaux concepts, en tous les cas les concepts les plus intéressants pour nous des théories de la communication contemporaine. Et enfin, nous détaillerons les différents usages de la communication dans les entreprises. Alors, pour commencer tout de suite, eh bien, définition et processus de la communication. La question est simple, qu'est-ce que la communication? Alors, la communication, c'est la transmission ou l'échange d'informations entre deux ou plusieurs individus. Alors là, on est dans une définition vraiment la plus simple et la plus dépouillée possible de la communication, qui voit pour l'essentiel un échange d'informations entre une source et un destinataire, ou une source et des destinataires, ou des sources et des destinataires. Donc c'est vraiment la définition la plus pauvre que vous puissiez avoir. On peut dire aussi, et là on est dans une problématique beaucoup plus riche, que la communication, c'est l'ensemble des activités et des phénomènes sociaux. Donc la communication est une activité, mais c'est aussi un phénomène social, donc c'est une interprétation globale, relatif à la circulation des messages. Alors, cette idée de phénomènes sociaux, on sait que la communication, elle va provoquer un certain nombre de réactions individuelles et collectives, et donc on s'intéresse dans cette définition déjà aux conséquences de la communication. Mais le prototype, si vous voulez, de la définition de la communication, elle est fournie par le célèbre schéma de Shannon et Weaver, que l'on qualifie d'approche unidirectionnelle. Unidirectionnelle, pourquoi? Parce qu'on a prévu, Shannon et Weaver, dans leur modèle, n'ont prévu qu'une communication a un sens, donc n'ont pas encore prévu le principe de réaction du destinataire au message. Alors, l'approche unidirectionnelle, elle essaye de répondre aux questions suivantes. Qui communique? Donc, quelle est l'origine de la communication, ce qu'on appelle la source ou l'émetteur? Quoi? C'est-à-dire quel message est véhiculé, et on verra qu'au niveau du message, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup d'interprétations à donner à ces messages. Par quels moyens? Ça fait référence aux médias utilisés. Est-ce que c'est une communication verbale? Est-ce que c'est une communication écrite? Est-ce que c'est une communication en face à face? Ou est-ce que c'est une communication indirecte? Voilà, effectivement, tous les moyens qui sont à la disposition du communicant. À qui? Ça fait référence, évidemment, au récepteur de la communication. Et avec quel effet? Alors là, déjà, on induit la possibilité d'une réaction d'un point de vue du comportement, d'un point de vue de l'attitude, du récepteur au message énoncé par la source. Alors voilà cette représentation très très simple. Donc vous avez une source de la communication. Cette source transmet un message au moyen d'un vecteur de communication, un canal de communication ou un média de communication, et ceci à destination du destinataire de la communication. Donc là aussi, on est dans l'expression d'un modèle relativement simple de la communication. Alors, en fait, la communication est un processus complexe, même si le schéma que je viens de vous présenter peut donner l'impression inverse. Alors, il est complexe parce que l'objectivité n'est pas de mise tout au long de ce processus, et que tout va être affaire d'interprétation humaine. Alors, si on prend les différentes étapes de la communication, on va s'apercevoir qu'à chaque étape, il va y avoir des risques d'altération du processus de communication. Alors d'abord, il y a la source. La source, elle a un message à transmettre. Ce message à transmettre, ce qu'elle veut transmettre, c'est ce qu'elle veut dire. Imaginons donc, par exemple, une communication téléphonique. Donc, la source veut dire quelque chose. Mais, évidemment, le message
qui va être effectivement délivré, eh bien, il va être normalement de nature différente de l'intention de l'émetteur. C'est-à-dire qu'entre ce que je veux dire et ce que je dis, il y a toujours une différence qui peut être relativement importante. Ensuite, donc, le récepteur reçoit le message, et évidemment, qu'est-ce qu'il va entendre? Je n'ai même pas parlé de comprendre, je ne suis pas dans l'interprétation. Qu'est-ce qu'il va entendre du message qui lui a été énoncé? Donc, il y a aussi derrière ce que le récepteur, le destinataire de la communication, a entendu. Donc déjà, on a des sources de perturbations extrêmement importantes. Ce que je veux dire, ce que je dis effectivement, ce que l'autre a entendu, et enfin, dernier étage de la fusée, sur les biais de la communication, eh bien, comment le destinataire va interpréter ce qu'il a entendu ou ce que j'ai effectivement dit. Donc, à la fin, le message perçu et analysé peut être peut être très très différent dans son contenu que l'intention première du communicant. Et derrière, heureusement, il y a la possibilité d'une rétroaction, c'est-à-dire que pour passer finalement ces problèmes d'interprétation, eh bien, le destinataire va répondre à la sollicitation de l'émetteur, et on peut espérer comme ça qu'on va rapprocher ce qui était compris de ce que l'émetteur a voulu dire. La rétroaction va permettre cela. Donc on le comprend, c'est un processus qui n'est pas aisé, où les biais et les altérations sont présentes à chaque moment. Alors, pour continuer sur la difficulté à communiquer, eh bien, il faut aussi mettre l'accent sur toutes les interférences qui peuvent exister dans la communication. Alors d'abord, vous avez donc les interférences, généralement ce sont des bruits, et les bruits, on va les retrouver au niveau de la source, au niveau du canal de transmission de la communication, et puis aussi au niveau du destinataire. Alors les bruits dus à la source, eh bien, tout simplement parce qu'on peut avoir des discours différents selon les sources, donc ça c'est une source de bruit, ou des messages qui vont être déformés par les différentes sources, entendez par là les sources successives. On a ensuite, là c'est lié au canal de communication, eh bien on a ce qu'on appelle la présence éventuelle de bruits techniques qui vont avoir pour conséquence une mauvaise audition du destinataire, l'inconfort du destinataire, la perturbation, une attention qui va être détournée, l'attention du destinataire qui va être détournée, un message qui va être adressé finalement au mauvais moment ou qui va être trop long en fonction des préoccupations de son destinataire. Donc là, on voit qu'effectivement, techniquement, il y a en plus un certain nombre de perturbations qui va affecter le processus de communication. Et puis, il y a, ça c'est plutôt du côté du récepteur, l'ambiguïté du message. Tout énoncé a une certaine dose d'ambiguïté, et penser qu'à côté du message, l'ensemble de signes vocaux qui sont énoncés, eh bien, il y a le ton, il y a l'intonation, il y a le rythme qui vont apporter des informations supplémentaires, parfois contradictoires, au contenu objectif du message. Donc on l'a compris, communiquer n'est pas chose facile parce que, enfin en tous les cas communiquer correctement, c'est-à-dire faire comprendre ce que l'on a voulu dire, eh bien c'est quelque chose qui est finalement assez malaisé. L'interprétation du destinataire, donc contexte culturel. Est-ce que le destinataire a les mêmes codes que l'émetteur ? Est-ce que le même mot a la même signification, la même expression a la même signification pour l'émetteur et pour le destinataire, les valeurs qui jouent exactement le même rôle, et le contexte personnel. Effectivement, on peut considérer que la communication met aux prises deux individus au minimum, et que ces individus sont dans des contextes personnels très très différents lorsqu'ils vont communiquer, notamment quand l'un n'est pas prêt à communiquer avec l'autre, donc est stimulé par l'autre, par la source d'une manière générale. Eh bien, dans quelles dispositions psychologiques sont ces partenaires de la communication, et ça va avoir une influence très importante sur ce qu'ils comprennent et sur
la nature de l'acte de communication.